La famille Şen porte encore le deuil de la petite Eline, 13 ans. Ses tantes racontent les conditions de sa mort. J'ai dit, Eline, mais où tu vas? Elle m'a dit, je cherchais du pain. On a fait quelques pas par là, et puis ils ont commencé à tirer. Il y a eu de la fumée partout. Et là, quelqu'un a crié, l'enfant a été tué, l'enfant a été tué. Je me suis retournée et j'ai vu Eline couchée sur le côté. Elle venait de recevoir une balle sur le côté de la tête. Ankara, le 10 octobre dernier. La Turquie vient de subir l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 102 morts, plus de 500 blessés. Ambulance, ambulance! À 3 semaines des élections législatives, c'est un meeting pour la paix organisé par un parti kurde d'opposition qui a été visé. La police diffuse les portraits de ce groupe d'islamistes dont feraient partie les 2 kamikazes. Nous sommes partis sur leurs traces. Sur les 21 suspects, 18 viennent de cette ville du sud-est de la Turquie, Adıyaman, à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne. Une cité conservatrice et très religieuse de 200 000 habitants, où siège une des plus importantes confréries musulmanes du pays. Une semaine après la tuerie d'Ankara, dans toutes les mosquées, le prêche du vendredi appelle à la paix et à la tolérance. Face à ce monde où règne la violence, la guerre, le terrorisme et les massacres, cet attentat terroriste horrible à Ankara, qui a provoqué la mort de dizaines de nos frères, nous a tous profondément blessés. Comme tous les discours religieux en Turquie, il a été rédigé au ministère des cultes, car ici tous les imams sont des fonctionnaires de l'État. Ne nous relâchons pas et ne nous divisons pas. Parmi les fidèles qui écoutent avec attention, les notables et le maire de la ville. Fehmi Ousref Kutlu est un cadre important de l'AKP, le parti islamo-conservateur du président Erdogan, au pouvoir en Turquie depuis 2002. Sa ville est sous le feu des projecteurs depuis le début de l'été, car la tuerie d'Ankara est le 3e attentat commis par un jeune d'Adıyaman. Monsieur le maire, s'il vous plaît, que pensez-vous du fait qu'un des kamikazes soit originaire d'Adıyaman? Adıyaman n'abrite en aucun cas les bases du terrorisme. Nous ne connaissons pas les kamikazes du dernier attentat. Il y a des bruits qui courent. Dans le passé, on a parlé des kamikazes originaires d'Adıyaman. Mais ici, personne ne les a soutenus, que ce soit leurs voisins, leurs parents ou leurs proches. Un maire qui préférerait que sa ville soit connue pour la qualité de son tabac plutôt que pour ses djihadistes. Le tabac, c'est la principale activité économique de cette région pauvre et enclavée où beaucoup de jeunes sont désœuvrés. Plusieurs centaines d'entre eux seraient partis en Syrie voisine. Et aujourd'hui, des dizaines de combattants djihadistes vont et viennent entre les territoires syriens contrôlés par Daesh et Adıyaman. Ces militants radicaux ont cherché à noyauter des lieux de culte dans la ville pour en prendre le contrôle et imposer leur vision fondamentaliste de la religion, comme ici, à la mosquée des Maraş-Lolar. Mustapha habite le quartier. Il a vu comment certains jeunes ont tenté de prendre le pouvoir face à l'imam de la mosquée. Au début, on a commencé à voir des barbus. Notre imam ne les aimait pas et les traitait en se disputant avec eux. Il les a virés de la mosquée. Ils sont alors devenus enragés et ces jeunes-là ont attaqué l'imam. Ensuite, la police est venue. Les responsables de cette mosquée n'acceptent pas de parler et refusent la présence de la caméra. Pas d'image à l'intérieur, s'il vous plaît. Les autorités religieuses de la ville reconnaissent ces tentatives d'infiltration, mais le moufti, responsable du culte musulman d'Adıyaman, a également refusé de répondre à nos questions. Qui sont ces jeunes Turcs qui se radicalisent? Quelle est leur trajectoire? Le père de 2 des djihadistes identifiés par la police a accepté de nous rencontrer
à condition de le rejoindre à une cinquantaine de kilomètres d'Adiyaman, en pleine campagne. Mehmet Dündar a peur. Il hésite à raconter son histoire car il subit de grosses pressions des autorités. Ma fille est fonctionnaire et elle risque sa place. Pour quelle raison? Le chef de la police l'a appelé au téléphone à 3 reprises pour lui dire qu'il ne fallait pas que je parle aux journalistes français, qu'il ne fallait pas que je leur dise du mal de l'État. Ses 2 fils jumeaux, Mahmoud et Omer, font partie des 21 suspects. Ils sont partis en Syrie ensemble en 2013. Ils s'y sont mariés et leur père n'a plus de nouvelles d'eux depuis 1 an. Mes enfants étaient des garçons exemplaires. Ils avaient été reçus au concours d'entrée à l'université. En 6 mois, ils leur ont retourné le cerveau. 4 jours avant leur entrée à l'université, ils ont disparu. Avant d'aller en Syrie, ils n'étaient pas religieux, ils vivaient bien, ils buvaient de la bière. Je pense qu'on leur a donné des produits stupéfiants ou des médicaments. Depuis qu'ils ont commencé à fréquenter ce salon de thé, ils ont changé. Les fils de Mehmet Dündar et leur groupe de militants radicaux avaient à Adiyaman un point de ralliement. C'était ce salon de thé. Il est aujourd'hui fermé et en vente. Il était tenu par Yunus Emre Alagoz, identifié comme un des auteurs de l'attentat d'Ankara. Son frère, Abdurrahman, s'est fait exploser le 20 juillet dernier au milieu d'un rassemblement kurde à Suruç, près de la frontière syrienne. Cet attentat suicide a fait 33 morts. Ce local aurait donc été un des repères de Daesh en Turquie. Les voisins ont bien remarqué la présence de ces djihadistes, mais beaucoup refusent de s'exprimer. Je ne veux pas que tu me filmes. Dans la boutique d'en face, ce tailleur va accepter d'en dire un peu plus. Le vendredi, ils se retrouvaient ici. Ils se réunissaient pour prier. Je ne sais pas grand-chose. Un des clients de la boutique va finalement se montrer plus bavard. Bien sûr, je les connais. C'est quelqu'un de votre famille? Non, ce ne sont pas des parents à moi. À Adiyaman, tout le monde se connaît. Il propose de nous présenter le père d'un autre membre du groupe islamiste. C'est un homme accablé qui accepte de parler mais en restant caché dans une arrière-boutique. Lui aussi craint pour sa sécurité. La photo de son fils et de son groupe terroriste s'est retrouvée à la une de tous les journaux turcs après l'attentat d'Ankara. Ah, le voilà. Il affirme que son fils ne serait qu'un exécutant et qu'il aurait été manipulé par d'autres. Mon fils, c'est lui. Celui-là, là, c'est mon fils. Et lui, c'est celui qui l'a envoyé là-bas. Ces deux-là, ils travaillent ensemble. Ils endoctrinent tout le monde. La police a surnommé ce groupe les Dokumacılar, les tisserands, du nom de leur chef, Mustafa Dokumacı. Selon les services turcs, ce seraient des bombes-humaines en puissance. Kadir, le fils de Hassan, lui, est parti en Syrie il y a 8 mois. Il m'a appelé la dernière fois, il y a 40 jours. Il ne m'a rien dit. Je lui ai demandé de rentrer. Il m'a dit qu'il se portait bien et qu'il ne souhaitait pas rentrer. Je ne sais pas à quelle organisation mon fils appartient. C'est peut-être Daesh. Pourquoi Daesh? Je le dis parce qu'il fréquentait ce salon de thé dénommé Islam. Tous les soupçons semblent désigner ce groupe des Dokumacılar. Un de leurs membres a même été identifié par un juge en charge du dossier comme un des auteurs de l'attentat d'Ankara. Malgré ces preuves, en pleine campagne électorale, le président Erdogan n'a pas hésité à utiliser politiquement cet attentat contre ses ennemis,
les Kurdes. Selon lui, les djihadistes ne seraient pas les seuls responsables de cette tuerie. Ils se seraient alliés aux Kurdes du PKK. C'est un acte de terrorisme totalement collectif. On y trouve Daesh. On y trouve aussi le PKK. Il y a aussi les Mukhabarat, les services secrets syriens. Mes chers frères, il y a aussi l'organisation terroriste du nord de la Syrie, le PYD. Ils ont planifié cet acte tous ensemble, en totale coopération. Scénario improbable. En Syrie, le PKK est en guerre ouverte contre Daesh. En les accusant, contre toute évidence, d'être complices, le président Erdogan exploite cet attentat pour justifier la répression violente qu'il mène contre les Kurdes dans tout le sud du pays. À Diyarbakir, à 2 heures de route d'Adiyaman, les stigmates de la guerre entre le gouvernement turc et les milices kurdes sont partout visibles. Au lendemain de 4 jours de siège, la ville ressemble à une zone de guerre. Les habitants du quartier de Sour tentent de reprendre une vie normale, mais restent marqués par la violence des affrontements. J'étais chez moi, c'est ma maison ici. Comment ne pas avoir peur quand des balles touchent votre porte? Mais Dieu merci, je m'en suis sortie. Ces images ont été tournées par une télévision kurde pendant les affrontements. Les manifestations antigouvernementales sont d'abord dispersées. Puis la police turque tire sur la foule des rafales d'armes automatiques. Les blindés bouclent alors le quartier de Sour. Durant 4 jours, des jeunes Kurdes armés affrontent les forces spéciales de la police au milieu des civils pris au piège, notamment près de la mosquée. La famille Doganay habite une maison toute proche de la zone des combats. Ça a commencé vers 6 heures du matin. On entendait des tirs. Des hélicoptères sont arrivés. Il y a eu des blessés, des morts aussi. Ils ont bombardé ici, alors que toute la famille dormait là. Juste là. C'était comme des tirs de roquettes. J'ai compté 2000 traces de balles et j'ai arrêté. Il y avait des obus partout. Les policiers ont tout ramassé et tout jeté. Après le premier jour de combat, la famille réussit à quitter le quartier. Mais d'autres y sont restés prisonniers comme dans une souricière. Comme Kadri, qui a dû rester cloîtré chez lui par peur des snipers des forces spéciales de la police turque. Vous allez voir la force des Turcs. Ce sont les forces spéciales de la police qui ont écrit cela. C'est l'emblème des fascistes. Je vais vous montrer où je suis resté. Pendant les bombardements, je suis resté 4 jours dans ma salle de bain. Venez, je vais vous montrer. Moi, j'étais assis comme ça. Pour que les murs me protègent pendant 4 jours, je suis resté comme cela. Pendant les bombardements, les murs tremblaient. Selon des ONG locales, en 3 mois, ces affrontements auraient entraîné la mort de 243 civils, à Diyarbakir et dans d'autres villes kurdes placées elles aussi sous couvre-feu. À Tchirnak, cette vidéo d'un militant du PKK traîné dans les rues par un blindé turc devient un symbole. Celui d'une sale guerre où les méthodes de la police ressembleraient de plus en plus à celles de certains groupes terroristes qu'elle prétend combattre. À Diyarbakir, où 2 civils ont été tués, des enfants ont été pris pour cible. La famille Shen porte encore le deuil de la petite Eline, 13 ans. Ses tantes racontent les conditions de sa mort. J'ai dit Eline, mais où tu vas?
Elle m'a dit je cherchais du pain. On a fait quelques pas par là, et puis ils ont commencé à tirer. Il y a eu de la fumée partout. Et là, quelqu'un a crié « L'enfant a été tué, l'enfant a été tué !» Je me suis retournée et j'ai vu Eileen couchée sur le côté. Elle venait de recevoir une balle sur le côté de la tête. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça ne quittera jamais mes yeux. Ce sont les forces spéciales de la police. Comment une petite fille de 12 ans peut être une terroriste? Elle est encore petite et innocente. Ça fait mal au cœur. Dans le même quartier, Feleknas Hoxha est en pleine campagne électorale. Cette ancienne eurodéputée allemande, qui a la double nationalité, a été élue au Parlement turc en juin dernier. Son parti, le HDP, a fait une poussée spectaculaire à l'Assemblée, en récoltant plus de 13% des voix. Un camouflet pour le président turc Erdogan. Pour la première fois, il ne dispose plus de la majorité absolue au Parlement. Selon Feleknas Hoxha, c'est ce qui explique les violences actuelles. Prenez soin de vous, au revoir. Le gouvernement AKP et le palais d'Erdogan n'ont pas accepté le verdict des urnes. Et leur réponse a été le conflit. Aujourd'hui, tout le Kurdistan est sous la menace de leurs chars et de leurs blindés. Depuis le mois de juin dernier, faute de majorité, le président Erdogan n'a pas voulu former de gouvernement de coalition. Le pays doit donc à nouveau voter dimanche. Bonjour, comment ça va? Selon Feleknas Hoxha, en plaçant délibérément cette campagne sous haute tension, le président Erdogan cherche à peser sur ce nouveau scrutin. Est-ce que c'est normal que la ville soit encerclée, que des civils soient tués, qu'ils soient obligés de conserver les corps dans leur frigo? Non, ça n'est pas normal. L'État est clairement en train de nous combattre. Mais nous n'acceptons pas la guerre. On fera de notre mieux pour obtenir la paix. Tout le monde voit que ce combat est celui de l'AKP contre le peuple kurde et contre personne d'autre. Face aux Kurdes de Diyarbakir, les violences de la police turque, mais aussi celles de Daesh. Le 5 mai dernier, lors d'un meeting du HDP, une bombe djihadiste provoque 5 morts et 400 blessés. Djihadistes et armées régulières auraient donc le même ennemi, les Kurdes. Au point que le gouvernement turc ait pu laisser agir les poseurs de bombes, c'est ce que soupçonnent ses opposants. L'auteur de cette attaque a été arrêté. Orhan Gönder venait lui aussi d'Adiyaman et appartenait au même groupe dit des Tisserands. Nous avons retrouvé sa mère, Hatice. Sans que je le sache, il avait déjà tout pris. Il ne reste plus que quelques affaires de lui. Ça, c'est son diplôme. Là, c'est quand il était encore étudiant. Et là, c'est comme ça qu'il est maintenant. Voilà comment est devenu mon fils. Les policiers ont pris notre photo, ils l'ont montrée à Orhan. Et ils ont pris sa photo. Et ils me l'ont montrée. Et c'est là que j'ai réalisé. Selon elle, les autorités turques n'auraient rien fait pour empêcher son fils de commettre l'attentat de Diyarbakir. Aujourd'hui, on les appelle le groupe des Dokümacı. Mais je suis allée 1000 fois au commissariat, voir le procureur, le gouverneur, et même le Premier ministre et son second pour le dénoncer. Et c'est seulement après l'attentat d'Ankara qu'ils se sont intéressés à eux. Alors que les Dokümacı, ils sont ici depuis 2013. On savait déjà ce qui allait se passer. C'était une évidence. Et il y en aura d'autres. Des autorités qui se seraient montrées étrangement passives face à l'existence de ce groupe terroriste. C'est ce que confirme Mehmet Dündar, qui a lui aussi tenté de dénoncer ses propres enfants. Je les ai dénoncés plusieurs fois à la police.
J'ai supplié le procureur de les arrêter pour qu'ils ne partent pas. Personne ne s'en est occupé. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas les arrêter, compte tenu qu'ils n'avaient commis aucune infraction. C'est difficile pour un père de supplier qu'on arrête ses propres enfants. Mais je l'ai fait pour les protéger. Je sais qu'ils risquent leur vie là-bas, qu'ils peuvent être utilisés comme des kamikazes. Comme je savais tout cela, je voulais les tirer de cette situation, mais je n'ai pas réussi. Des terroristes en puissance ne sont pas inquiétés, alors que la moindre manifestation de l'opposition est sévèrement encadrée, voire interdite. Une semaine après l'attentat d'Ankara, à Adiyaman, les démocrates descendent dans la rue. Autour d'eux, beaucoup d'appareils photo et de caméras, mais peu de journalistes. La plupart des observateurs sont des policiers en civil. Nos amis sont la cible de la police pour une simple manifestation, alors qu'on laisse faire les kamikazes. Ils ont le temps de déclencher leurs bombes avant de se faire arrêter. En ce moment, en Turquie, il y a des kamikazes identifiés par les autorités qui se baladent en toute liberté. Parmi les manifestants, l'avocat Osman Suzen. Il épaule les familles pour enquêter sur les disparitions négligées par la police et la justice. C'est l'un des seuls à avoir pris la mesure de la menace que représentent ces jeunes embrigadés par Daesh. Et d'après lui, les autorités minimiseraient le phénomène. L'État, jusqu'à présent, a avancé le chiffre de 30 embrigadements. Dans plusieurs quartiers d'Adiyaman, nous avons observé des funérailles de personnes ayant combattu en Syrie, chez Daesh, et des organisations radicales comme El-Nusra. Nous pensons que ce chiffre est nettement supérieur au chiffre prononcé par l'État, peut-être 200 ou 300, même 400. Adiyaman serait la ville des cellules dormantes de Daesh. Comment ces groupes terroristes ont-ils pu s'implanter et recruter ici? Comment leurs membres ont-ils pu aller et revenir de Syrie sans être repérés par les services turcs? Istanbul. Nous avons rendez-vous avec le rédacteur en chef d'un des principaux journaux turcs, Cumhuriyet, le seul à avoir bravé la censure après l'attentat d'Ankara, le seul à enquêter sur les liens entre les réseaux islamistes et l'État. Can Dündar est le journaliste le plus menacé de Turquie. Je mets Merkel ici? Tu mets d'abord Poutine et ensuite Merkel. Le 17 octobre, Cumhuriyet a révélé des rapports d'écoute téléphonique réalisés par la police. Le responsable de l'attentat de Suruç, Abdurrahman Alagoz, parle à Yunus Emre, son frère, un des kamikazes d'Ankara, pour lui dire adieu. C'est peut-être notre dernière conversation. J'ai voulu t'appeler pour te faire part de mon testament. Prends soin de la famille, Youssouf. Cela prouve que l'État était au courant de la préparation de cet attentat. Je ne parle pas du soutien, nous ne le savons pas. Mais l'État, bien qu'il ait les moyens d'empêcher ces faits, ne l'a pas fait. Pour Can Dündar, si la police et les magistrats n'ont pas réagi, c'est que cette ambiance de terreur sert le parti au pouvoir, l'AKP, à la veille des élections. J'ai peur que ce type de chaos soit créé volontairement en Turquie pour que le pays rentre dans une ère fasciste. Ça, c'est le dernier sondage après l'attentat. AKP, 41,3%. Cela veut dire qu'ils ont gagné 1 point dans les sondages après l'attentat. C'est un jeu sanglant. Le jeu sanglant serait allé plus loin encore. Le journal a révélé la complicité des services secrets turcs lors d'une livraison d'armes à Daesh. Une preuve de plus que le président Erdogan entretiendrait des liaisons dangereuses avec le groupe terroriste.